Buon pomeriggio, bonsoir. Je voudrais commencer par renouveler mes remerciements au professeur Suppiot qui, dans le cadre de la collaboration entre l'Université de Trente et les collèges de France, a accepté de venir à Trente. Et hier, il a donné une conférence très dense et très intéressante sur la démocratie. Il y a eu beaucoup de participation et beaucoup d'attention par les publics. Et je suis très, très content de ça, naturellement. Même les questions qui ont été posées par les publics ont été vraiment très intéressantes et ont enrichi beaucoup nous tous. À ce point, je voudrais dire que maintenant le professeur Suppiot tiendra la deuxième conférence sur la réféodalisation du droit, qui est un autre argument très stimulant, qui je pense, sera concentré sur les rôles du droit dans la société contemporaine, même si les titres de la conférence pourraient faire penser à un retour au passé. Et même si, de temps en temps, comme nous avons vu hier, le retour au passé n'est pas une chose à condamner en tant que telle. L'autre chose que je voudrais dire, que malheureusement je dois quitter à 3 heures, alors je m'excuse avec le professeur Suppiot, et je dirais que nous pouvons commencer, et j'ai eu l'assurance que mon collègue Luca Nogler va me remplacer dans la modération de cet après-midi. Alors, merci encore, Alain, et tu as la parole. Merci. Et alors, vraiment, je suis très admiratif de votre entêtement à venir écouter la suite de la présentation d'hier, car il s'agit bien d'une suite à la crise de la démocratie que nous avons évoquée hier. Et cette crise de la démocratie correspond à un changement de ce qu'on peut appeler l'imaginaire normatif, un changement d'imaginaire normatif. Et en 2 mots, nous sommes passés d'un imaginaire du règne de la loi, donc d'un monde soumis à des lois uniformes, à l'imaginaire d'un monde gouverné par des nombres. J'ai consacré à cette question mon dernier livre qui vient d'être publié en anglais, malheureusement pas encore en italien. Et je dois vous donner une indication très brève de la thèse défendue dans cet ouvrage pour aborder le sujet de la féodalisation. D'abord, lorsque je parle d'imaginaire, c'est la représentation, une certaine représentation du monde qui, à un moment donné de l'histoire, domine les esprits et qui s'exprime aussi bien dans l'art que dans la science ou dans le droit. Contrairement à certaines idées reçues, le droit n'est pas en retard de la science ou des faits. Sur beaucoup de points, il est éventuellement en avance lorsque nous affirmons que tous les êtres humains sont égaux ou que les hommes et les femmes sont égaux. C'est une certaine façon de s'imaginer une société idéale, et cet imaginaire va
avoir un effet sur la société réelle et conduire dans une certaine direction. Et à un certain moment donné de l'histoire, c'est donc le même imaginaire qui nous porte. Celui qui a dominé depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'ère industrielle, je pourrais l'illustrer par un objet qui est l'horloge. Cette horloge qui a été installée au sommet des édifices du culte, on n'a fait ça qu'en Occident, installer des horloges dans les édifices du culte, qui était censée incarner un certain ordre du monde et également imprimer un certain ordre au monde social. Ça a été montré par des grands historiens comme Jacques Le Goff sur la place du temps et de la temporalité au Moyen-Âge. Donc on se représente le monde comme une vaste horlogerie faite d'engrenages, de mécanismes, et évidemment au départ avec un grand horloger, qui est Dieu. Et puis après, on va se passer de l'horloger. Il va rester que cette idée de loi inflexible de la physique, et dans la façon de gouverner les hommes, on va appliquer le même principe, on va penser ça en termes de loi que les êtres humains doivent appliquer mécaniquement. Dans l'ordre du travail, c'est ce qui a donné lieu à l'invention de ce qu'on a appelé l'organisation scientifique du travail, chez Taylor. Il s'agit bien de considérer les êtres humains comme mus par des forces externes, et alors ils sont des engrenages, ils s'insèrent dans ces mécanismes inflexibles, et les artistes l'ont montré d'une façon géniale, puisque que ce soit Fritz Lang en Métropolis ou Chaplin dans les temps modernes, le film de Chaplin sort à Paris dans les salles la même année où la Cour de cassation définit la subordination comme le critère du contrat de travail. Donc vous voyez une certaine représentation physique du monde, représentation artistique, représentation juridique, ces trois choses vont de pair. Et ce qui marque la période contemporaine, dont on pourrait voir les prémices au moment de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce n'est plus de se représenter l'homme comme une horlogerie, l'homme-machine. Il y a un philosophe français, Delamétrie, qui avait écrit un petit texte qui s'appelle « L'homme-machine », en disant « nous sommes tous comme des montres fabriquées par Dieu ». Et vous trouvez ça aussi dans le début du Léviathan, qui représente la société entière. Il dit de même que Dieu nous a fabriqués comme des rouages, etc. On passe à l'imaginaire de l'ordinateur, du computer, l'imaginaire cybernétique, qui consiste à se représenter les êtres humains, les animaux et les machines comme autant de machines à communiquer. Des machines qui sont capables de recevoir des signaux de l'extérieur et d'ajuster leur comportement en fonction des signaux qu'ils reçoivent. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, la capacité de s'ajuster comme dans un pilotage automatique d'un bateau ou dans les plus vieux d'entre vous qui ont connu les poêles à charbon ou à bois. Il y avait un petit mécanisme qui faisait que la trappe s'ouvre ou se ferme une fois qu'on a fixé une température. Donc la machine est capable d'atteindre un objectif dès lors qu'on l'a programmé, de réagir en temps réel à la programmation qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Et c'est de cette façon aujourd'hui qu'on se représente la façon de gouverner les individus, les entreprises et les États. On fixe des objectifs et l'entreprise, l'individu et l'État doivent réagir ou atteindre ces objectifs en s'ajustant à son environnement extérieur. Du point de vue juridique, ça se traduit par un passage de ce qui était défini en anglais comme le rule of law. Entre parenthèses, cette notion est intraduisible en français, je doute qu'elle le soit également en italien, elle est typique de la common law, parce que le rule of law a en soi l'idée d'une universalité.
la traduction française ou allemande, qui vient de l'allemand d'ailleurs, de l'état de droit, a encore un ancrage territorial, alors que le rule of law, il n'y a plus de territoire. Mais le rule of law, nous avons des lois uniformes qui vont s'appliquer à toute une société qui la constitue. De cela, on est passé au law shopping, c'est-à-dire la possibilité pour tout individu ou toute entreprise de choisir lui-même la loi qui s'appliquera à lui en fonction d'un calcul d'utilité. Donc, le rêve ici n'est plus le rêve du règne de la loi, tel qu'il était défini par les Grecs dans la démocratie dont nous avons parlé hier. Les Grecs étaient très fiers de dire « nous, ce n'est pas un homme qui est d'origine, c'est la loi qui est reine, et les gouvernants ne sont que les esclaves de la loi ». De cet imaginaire du règne de la loi, on est passé à l'imaginaire donc d'une harmonie par le calcul. Dans le domaine des études juridiques, la doctrine qui a répandu ce nouvel imaginaire, c'est la doctrine Law and Economics, l'analyse économique du droit, qui a prétendu réexaminer l'ensemble des systèmes juridiques à la lumière des calculs d'utilité. Alors, dans cet ouvrage, j'ai toute une partie de critique au sens kantien de l'analyse économique du droit, en prenant ces grandes expressions que sont la théorie des jeux, vous avez entendu parler de la théorie des jeux, du dilemme des prisonniers, qui signifie l'évacuation de toute considération morale de type kantien, la théorie de l'agence, c'est la théorie de l'agence en économie qui considère que lorsque quelqu'un doit agir pour un autre, le problème c'est de protéger le mandant de son mandataire. Ça veut dire par exemple que dans le droit du travail, c'était un renversement complet de la priorité. Le droit du travail, c'était protéger le salarié de l'employeur. Avec la théorie de l'agence, non, le problème, ça devient de protéger l'employeur de l'autonomie dont dispose le salarié. Et en matière d'entreprise, ça a donné la corporate governance, comment je protège les actionnaires de l'autonomie des dirigeants. Et puis, dans l'ordre européen, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, c'est aussi à l'œuvre, je vous donne d'autres exemples, je suppose ça connu, la Law and Economics, mais peut-être ça ne l'est pas, mais je vous dis, vous pouvez jeter un coup d'œil. Il y a aussi la théorie des property rights. Ça vous est familier, la théorie des property rights? Bon. Cause, qui est à l'origine de ça, le même Cause qu'on a parlé hier, dit, il ne faut, par exemple, il prend l'exemple de la pollution. Comment sauvons-nous notre planète? Et alors il dit, il ne faut plus penser en termes de permis et de défendus, d'interdiction. Ça, c'est le règne de la loi à l'ancienne. Il faut penser en termes de calcul d'utilité, c'est-à-dire si vous polluez, ça vous rapporte quelque chose. Alors il faut mettre ce coût en comparaison avec le préjudice qui est causé à vos voisins, et on va faire une balance des utilités. Et donc, c'est par des techniques contractuelles et de calcul d'utilité qu'on va régler la question, et non pas par l'imposition de règles générales et abstraites. C'est ce qui a donné au bout du fil l'idée des marchés de droit à polluer. Donc les choses elles-mêmes disparaissent derrière leur représentation juridique et le calcul de leur articulation. Excusez-moi, c'est peut-être un peu abstrait, mais encore une fois, vous trouverez... Je donne deux autres exemples de Law and Economics qui se sont répandus partout, parce que c'est la doctrine officielle dans les facultés de droit américaines. Ça envahit également l'Europe continentale. C'est ce qu'on enseigne aux jeunes Africains. Ce qu'on enseigne, par exemple, c'est la théorie de l'efficient breach of contract. Vous connaissez la théorie de l'efficient breach? Non. Alors, je suis encore dans l'introduction, je suis désolé. Imaginons que j'ai promis au doyen Nazy de lui vendre un médicament dont il a le plus grand besoin pour la somme de 1 000 €. Et puis, il se trouve que le professeur Pizzolato, qui est à l'affût des marchés des médicaments, se dit ça, je pourrais le revendre beaucoup plus cher, donc il m'en offre 10 000. Que dois-je faire? Dans l'ordre ancien du rule of law, je dois pacta sunt servanda, j'ai produit, je dois livrer. L'analyse économique dit non, non. S'il lui offre 10 000,
c'est que son utilité sociale est plus grande. Donc l'allocation de la ressource pertinente, c'est que je lui donne, moyennant 10 000, que j'indemnise M. Nézy, moyennant 1 000 ou 2 000, et puis je fais quand même un bon bénéfice. Donc tout le monde est content. S'il y a une alternative aux médicaments, ça, la question n'est pas... Je mourirais. Oui, mais voilà, c'est comme ça. Ça ne rentre pas dans le calcul d'utilité. De même que le dilemme du prisonnier, les prisonniers calculent leur utilité individuelle. Il n'y a aucune place pour Jean Moulin qui sacrifie sa vie pour ne pas donner ses amis dans des réseaux de résistance. Dilemme du prisonnier, il n'y a plus aucune place pour des considérations éthiques. C'est juste du calcul d'utilité économique. Alors, les fish and bridge, ça veut dire qu'on va dans un ordre juridique où la parole donnée ne vaut plus rien. Elle vaudra ce que je calculerai au moment où il faudra... alors, ça a eu beaucoup de succès, je veux dire, en droit civil, sur le droit de la responsabilité, je ne rentre pas dans les détails. Et le dernier exemple que je donne, c'est la New Comparative Analysis. Pour ceux qui font du droit comparé parmi vous, c'est la Banque mondiale a fait ça dans un programme qui s'appelle Doing Business, en se disant, pour faire bien fonctionner le law shopping, il faut que le consommateur de droit, puisque le droit est considéré comme une marchandise comme les autres, il faut un marché du droit, et pour pouvoir faire votre shopping sur le marché du droit, je vais étalonner les droits nationaux en fonction du rendement escompté pour un investisseur. Donc vous trouvez sur les tableaux du Doing Business de la Banque mondiale un ranking des législations nationales en disant quelles sont les plus accueillantes pour l'investisseur. Alors les plus accueillantes, c'est généralement celles où il y aura le moins d'impôts, le moins de charges sociales, etc. Et donc c'est une incitation aux entreprises à aller investir là, avec en arrière-plan une idée d'un darwinisme normatif, que les États sont ainsi engagés dans une course pour répondre aux attentes des consommateurs de droit. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas avoir en même temps, et ça, on ne le reconnaît pas facilement, mais on doit bien le reconnaître, on ne peut pas avoir en même temps le rule of law et le law shopping. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Alors, tout ce qui est à l'œuvre là-dedans, on le retrouve dans les méthodes de gouvernement des hommes, dans les entreprises, dans les administrations, à l'université même. Les universitaires, à l'époque de Taylor, leur vie n'avait pas changé. Ils avaient le téléphone, ils pouvaient prendre un liner pour aller à des conférences aux États-Unis, mais ils n'étaient pas soumis à un travail à la chaîne, comme Chaplin. Aujourd'hui, la gouvernance par les nombres gouverne aussi le travail académique, c'est-à-dire la bibliométrie, les indicateurs de mesure. Il faut atteindre des objectifs quantifiés, réagir si vous n'avez pas de bons indicateurs, soit individuellement, soit votre université. À ce moment-là, vous risquez d'avoir des sanctions, donc il faut ajuster vos trajectoires pour atteindre ce but. Donc chaque être humain est considéré un peu comme un ordinateur, c'est-à-dire un être, non pas qui agit, mais qui réagit aux signaux qu'il reçoit. Il est programmé. On attend de nous que nous soyons programmés. Donc c'est la notion de programmation remplace la notion de subordination. Le problème, enfin c'est merveilleux comme horizon, si vous voulez, c'est l'horizon d'un monde mis en pilotage automatique. Je l'ai évoqué hier, le traité sur l'euro programme les États sur des courbes budgétaires avec des mécanismes automatiques de rattrapage s'ils s'écartent de la courbe. Le problème, simplement, c'est que les hommes ne sont pas des ordinateurs et que cet imaginaire cybernétique conduit à la fois à une perte de l'objet et une perte du sujet. La perte de l'objet, c'est que, pour le dire sur une façon imagée, la carte est substituée au territoire. Il y a une autre formule, c'est un chirurgien français qui est très critique sur l'évolution du système de santé en France. Il dit maintenant on ne soigne plus le malade, on soigne l'indice, on soigne l'indicateur. Donc le problème, c'est de satisfaire les attentes d'indicateurs. Pour le chercheur, au lieu, là où j'aurais fait un livre en prenant mon temps,
etc., je fais 10 articles le plus vite possible sans creuser les choses, parce que mon score va monter et je vais gagner davantage de primes dans les universités où les primes sont calculées en fonction du nombre de publications, etc. Donc vous avez une perte de prise sur le réel. Et il y a une perte du sujet dans la mesure où la réaction est substituée à l'action, ce qui se traduit par des problèmes de santé mentale. Il y a des statistiques qui datent du mois dernier en France sur l'évolution des accidents du travail. On s'aperçoit que le nombre moyen d'accidents a baissé légèrement. Le nombre de problèmes de santé mentale augmente de façon vertigineuse. Ce n'est pas seulement les suicides, c'est toutes les formes de dépression, etc., qui sont liées aux sentiments qu'ont les êtres humains au travail, qui sont face à des systèmes de référence chiffrés qui n'ont plus de contact avec leur expérience concrète des tâches qui leur ont été confiées. Et cette perte du sujet vaut aussi, dans le cas de l'entreprise, lorsqu'elle est traitée non plus comme un sujet économique capable de se projeter dans un temps long, mais comme une entreprise marchandise dont on attend que la valeur s'apprécie à court terme. Bon, je vous en prie. Donc, au revoir. Donc, voilà le tableau, si je puis dire, un peu sombre, je reconnais, de la situation. Alors, en réalité, cette utopie de la gouvernance par les nombres, elle est intenable et elle conduit, dans les faits, à la résurgence d'une forme de gouvernement, ici je parle de reféodalisation, qui précédait celle du gouvernement par les lois. En effet, il n'existe pas une variété infinie de structures normatives des sociétés. La philosophie politique chinoise ancienne en distinguait deux grandes sortes, et je trouve que c'est assez utile. Soit on gouverne par les lois, soit on gouverne par les hommes. En Chine, c'était les légistes et les confucéens, grosso modo. Gouvernement par les lois, vous avez une loi abstraite qui s'applique à tous, et cette loi prend en charge, je dirais, tout ce qui est l'incalculable de la vie humaine. L'identité, la transmission générationnelle, la protection de l'écoumène et de la nature, toutes ces choses sont prises en charge par la loi et par l'État. Et dès lors que l'incalculable est pris en charge à ce niveau, les êtres humains, dans leur rapport particulier, peuvent recourir au calcul d'utilité. C'est la structure qu'on a vue hier de la ville de Sienne. Vous avez le marché, ça peut être pris en charge parce qu'on sait que l'incalculable, ça se passe soit du côté du palais public, soit dans la cathédrale. Ce type de montage autorise à traiter sur le plan contractuel les hommes et les choses comme des entités abstraites et échangeables, dont la valeur peut être rapportée à un même étalon monétaire, car leurs différences qualitatives sont prises en charge par le domaine de l'incalculable qui échoit à la loi. L'autre modèle possible d'organisation normative, c'est le gouvernement par les hommes. Et à ce moment-là, il ne s'agit plus de dire que tous les êtres humains sont soumis à une même loi et sous l'égide de cette loi arrangent des contrats individuels, mais de dire que tous les êtres humains sont inscrits dans des réseaux de dépendance, dans des liens personnels. Ils attendent leur protection et leur sécurité de leur appartenance à ces réseaux, et leurs obligations dépendent de la position qu'ils occupent dans ces réseaux. Alors, l'exemple confucéen est tout à fait typique de ce point de vue, selon que vous avez un rapport avec le père, le fils, le chef, le juge, les comportements, les obligations varient en fonction de votre position dans ce réseau. Et donc, chacun doit servir au mieux les intérêts de celui dont il dépend et doit pouvoir compter sur la loyauté de ceux qui dépendent de lui. Alors, cette figure du gouvernement par les hommes est celle qui réapparaît aujourd'hui. Et dans ce schéma,
la figure du tiers, qui était celle de l'État dans le gouvernement par les lois, ne disparaît pas, mais ce tiers devient un garant des liens et non plus un garant des lois. On peut dire brièvement que ça marche au lien au lieu de marcher à la loi. En revanche, dès lors qu'il n'y a plus une instance qui prend en charge tout ce qui est l'incalculable, la différence entre le public et le privé s'estompe. Dans l'ordre d'un règne de la loi, la chose publique, ce que le digeste appelait les choses sacrées, est pris en charge par la sphère publique. Et les intérêts individuels se jouent sur la sphère contractuelle. Dans un gouvernement par les hommes, cette distinction n'est plus opérante et cette distinction, elle se brouille et c'est un tel brouillage auquel on assiste aujourd'hui, je l'évoquais hier. D'un côté, on dit aux États, il faut que l'État soit géré comme une entreprise privée, avec les mêmes contraintes. Et puis, d'un autre côté, on dit aux entreprises, vous devez prendre en charge l'environnement, l'éducation, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Donc on a des entreprises qui se voient chargées de ce qui était des missions d'intérêt général, et on voit au contraire un État qui est traité comme une entreprise privée comme une autre. Alors, le délitement d'un de ces types, vous m'avez suivi jusqu'à présent, excusez-moi, c'est un peu abstrait. Donc, gouvernement par les lois, gouvernement par les hommes. Historiquement, l'affaiblissement d'un de ces types conduit presque mécaniquement à la résurgence de l'autre. Par exemple, dans l'Europe des XIIe et XIIIe siècles, le déclin de la féodalité et de son mode de gouvernement par les hommes est allé de pair avec la montée en puissance des États souverains fondés sur le règne de la loi. Eh bien, il y a de raisons de penser que la période qui s'est ouverte à l'époque arrive à échéance et que face à la crise du rule of law et aux impasses de la gouvernance par les nombres, le gouvernement par les hommes refait surface sous des formes inédites. Et cette résurgence juridique, de la structure juridique féodale, je ne dis pas que nous revenons au Moyen-Âge, c'est le retour d'une structure normative. Elle répond à deux facteurs convergents. Premièrement, c'est celle qui correspond le mieux à l'imaginaire cybernétique de la programmation des êtres humains. Dans le système féodal, le dirigeant, le suzerain, votre seigneur, ne vous dicte pas des ordres aux dirigés. Il lui fixe des objectifs en lui laissant une certaine latitude quant aux moyens de les atteindre. Le seigneur qui a des vassaux, je te donne un bien en fief, tu le gères comme tu veux, mais si j'ai besoin que tu viennes me soutenir parce que c'est la guerre, tu dois te mobiliser et mettre tes moyens à mon service. Et c'est la même chose dans les tenures serviles. Vous donnez un bien à cultiver à un roturier, il le gère comme il veut, mais il doit une contrepartie économique au chef. Donc cette direction par objectif qui est typique de la gouvernance par les nombres, elle est déjà présente dans la structure féodale. L'autre raison pour laquelle il y a cette résurgence, c'est qu'elle pourvoit aux besoins de sécurité économique dans une situation d'affaiblissement ou d'absence d'un garant de l'application de la loi. On le voit évidemment aisément dans les régions du monde où l'État est plus ou moins effondré ou défaillant. Comment survivre aujourd'hui en Centrafrique? Comment survivre dans toute une partie du Moyen-Orient? Il faut trouver plus fort que vous qui vous protège. Et il faut trouver le soutien de plus faibles que vous qui vont vous soutenir. Et ça vaut depuis les enfants soldats jusqu'aux chefs de guerre dans le Sahel. Ça marche à l'allégeance. On retrouve cette idée, je fais allégeance, donc je vais mettre mon énergie au service de ta cause, et en échange,
tu me protèges. Mais ce que je viens de décrire ici, c'est aussi la situation des entreprises du subcontracting. Dans les nouvelles formes d'organisation des entreprises, on n'a plus une grande entreprise intégrée, mais une entreprise dominante qui va céder un aspect de l'activité à une entreprise dominée, qui, elle, va devoir réaliser les objectifs moyennant une certaine sécurité économique attachée au marché qui lui a été confié. Donc, voilà l'hypothèse que je voulais avancer devant vous. Et le lien de base qui constitue la trame de cette structure juridique, c'est donc ce lien d'allégeance qui correspond à la tenure féodale, c'est-à-dire à un contrat d'un type très particulier qui combine un élément personnel et un élément réel. L'élément personnel réside dans l'inféodation d'une personne à une autre et se réalise soit par l'hommage, soit par le servage, dans le cas médiéval, et l'élément réel réside dans la concession faite à l'inféodé d'un bien grevé de charges au bénéfice du concédant. Alors, ça va être les deux volets, et je vais être le plus bref possible, parce que je vais vous donner des exemples, parce que là, je suis resté dans des abstractions. Je vais vous montrer, sur une multitude d'exemples de droit contemporain, ce déplacement, cette résurgence de la structure. Alors, je commence par l'inféodation des personnes. Ces techniques d'inféodation des personnes se présentent aujourd'hui sous le nom de ce qu'on appelle des réseaux. Vous savez que le mot réseau, qui est bien connu des Italiens dans d'autres contextes voisins, le mot réseau est un mot qui fait fureur, si je puis dire, depuis 20 ans. Donc on se représente le monde comme un réseau de particules communicantes, et cette vision a été portée après la Seconde Guerre mondiale par la cybernétique, avant d'inspirer la doctrine Law Economics, ou avant d'inspirer des auteurs en France comme Deleuze, pour ceux qui s'intéressent à la French Theory, et son rhizome, c'est-à-dire de dire le nouveau modèle normatif, c'est plus celui de l'arbre avec ses racines, ça c'est l'horreur, il faut déraciner ça, mais c'est le rhizome, c'est-à-dire un système horizontal de liens. Et la structure du réseau est une pièce centrale, la gouvernance par les nombres. Aussi, beaucoup de bons auteurs ont emprunté au modèle biologique ou informatique pour faire la théorie des réseaux. C'est le cas de Castells, par exemple, c'est un sociologue qui avait fait tout un livre sur les réseaux. Ou bien, si vous prenez les travaux de mon ami, parce que bien que nous nous disputons depuis 30 ans, ou 40 même, Gunther Teubner, les théories de l'autopoïèse sont inspirées du modèle biologique de Varela, etc. Donc on tend à transposer. En réalité, le réseau étant la forme d'organisation typique du monde féodal, sa nature juridique apparaît beaucoup plus clairement à la lumière des concepts juridiques que nous avons hérités de cette période. Et la résurgence de la structure vassalique se donne alors à voir par un double déplacement, que vous voyez ici, du souverain au suzerain et de la loi au lien. Alors, je commente rapidement chacun de ces deux aspects. Le passage du souverain au suzerain, c'est en Europe la face la plus visible de l'inféodation des personnes. Est-ce que ça vous est familier, ces distinctions? Le souverain, le suzerain. Souverain, théorie de la souveraineté, Baudin. Le souverain, c'est celui qui est titulaire d'un pouvoir suprême, qui se pose lui-même, qui est la cause de lui-même, et qui peut s'exercer directement sur tous ces sujets. Alors là, les Français ont été très forts pour ça. La République, les individus. Entre les deux, rien. Bon. Ou si vous prenez la pensée européenne, la puissance publique, le marché. Entre les deux, rien. Eh bien, cette vision, sauf que vous allez voir pourquoi ça ne marche pas dans le cas de l'Europe, cette vision a été à la base de l'État moderne, et c'est la raison pour laquelle la souveraineté a constitué, de la fin du Moyen-Âge à nos jours, la clé de voûte de la théorie de l'État.
mais elle est impropre à rendre compte des transformations contemporaines de l'État, dont la position s'apparente de moins en moins à celle d'un souverain et de plus en plus à celle d'un suzerain. Le propre de la suzeraineté, c'est que vous n'avez de prise directe que sur vos propres vassaux, mais pas sur les vassaux de vos vassaux. Est-ce que c'est clair en italien, ça vassal, comment on dit en italien? Voilà, alors vous avez vos vassaux, et puis vos vassaux, ils ont eux-mêmes leurs vassaux, et dans un système féodal, vos interlocuteurs, c'est seulement les vassaux. Eh bien, on voit revenir ça, je vous donne des exemples modernes. L'Union européenne, par exemple. L'Union européenne n'est pas une puissance souveraine. Elle n'exerce son pouvoir considérable sur les peuples qu'indirectement, par la médiation des États qui se reconnaissent ses vassaux, qui ont fait allégeance et qui ont dit « je suis même prêt à écarter mes règles constitutionnelles si elles sont contraires aux dispositions des traités, parce que je suis dans ce lien d'allégeance vis-à-vis de la structure ». Et l'Union européenne, c'est minuscule du point de vue du nombre de fonctionnaires. Elle n'a pas d'armée, elle n'a pas de police, mais elle exerce un pouvoir considérable selon une structure normative qui est tout à fait de type de la suzeraineté. Autre exemple, le Fonds monétaire international. Là aussi, une petite bureaucratie installée aux États-Unis qui a exercé un pouvoir gigantesque dans la vie des peuples des pays les plus faibles, et y compris dans le sud de l'Europe. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche juridiquement, mais le FMI, quand il vient dans un pays pour apporter son aide, c'est une aide mortelle généralement, il n'y a pas de contrat. On se rencontre, les fonctionnaires du FMI viennent, les ministres sont autour de la table, on m'a raconté les séances. On discute en disant bon, il faut que vous coupiez là, il faut couper ici et là. Et puis après, les gens du FMI repartent. Et là, l'État concerné envoie une lettre au FMI en disant je suis prêt à. Je vous propose de mener telle politique qui correspond à ce qui a été discuté. Mais c'est un acte unilatéral. Et le FMI répond par un autre acte unilatéral en disant je vous accorde tel prêt. Ce n'est pas un contrat. Et c'est donc une allégeance d'un État qui renonce à un aspect de sa politique économique en échange d'un soutien financier. Nous avons des cas presque caricaturaux de cela. C'est la fin de la crise grecque. Enfin, la fin. Je ne sais pas pourquoi je parle de la fin de la crise grecque. L'un des épisodes les plus remarquables de la crise grecque, vous vous en souvenez, c'est lorsque les Grecs, qui sont quand même le pays d'origine de la démocratie, on organise un vote et ils disent non, on ne veut pas, on ne veut plus être saigné, etc. Et puis, 10 jours plus tard, leur Premier ministre va à Canossa et il signe un... Alors, il faut regarder juridiquement ce que c'est très intéressant. On n'a pas immédiatement eu un mécanisme d'aide. Il a fallu qu'il signe une première déclaration qui date du 13 juillet 2015, si ma mémoire est bonne, où il dit, il confesse ses fautes. Il dit, ça commence, c'est hallucinant, la dette grecque est insoutenable pour des raisons qui tiennent uniquement à la politique que j'ai menée depuis 12 mois. C'est dans le texte. C'est-à-dire, il y a une sorte de blanchiment, si je puis dire, de tout ce qui s'est passé avant, avec Goldman Sachs, avec les fonctionnaires européens, avec les banques allemandes et françaises qui prêtaient sans regarder dans quelles conditions ils seraient remboursés. Donc, il y a un acte de soumission de l'État grec et une proposition de prendre des mesures, toute une liste de mesures dont la plupart ne rentrent absolument pas dans les compétences de l'Union européenne. Par exemple, ouvrir les magasins le dimanche, ce qui est une obsession. Donc ils disent, on va ouvrir les magasins le dimanche. Et dans un second temps, l'Union européenne a dit, bon, on vous redonne à nouveau un prêt pour vous permettre de payer vos fonctionnaires. Donc, vous voyez, ce sont les programmes d'ajustement structurel, c'était le nom technique employé par le FMI,
sont typiquement, au plan juridique, des actes d'allégeance, ce ne sont même pas des contrats. Ça, c'est pour le déplacement du souverain au suzerain. Concernant le déplacement de la loi au lien, ça, c'est propre à caractériser le foisonnement de nouveaux contrats qui n'ont plus seulement pour objet d'obliger les parties à donner, faire ou ne pas faire quelque chose de déterminé, mais à créer entre elles un lien qui oblige l'une à se comporter conformément aux attentes de l'autre. Ce sont tous ces contrats de dépendance économique qui intègrent une personne dans l'organisation de l'activité d'une autre sans la placer sous sa subordination. Cette évolution, elle est visible en droit du travail, qui au départ était conçu comme un simple échange d'une quantité d'argent comme une quantité de temps de travail, et puis on a vu apparaître un amollissement de la force obligatoire du contrat, la possibilité, alors dans les dernières réformes françaises, c'est très visible, la force obligatoire du contrat recule. On s'est entendu sur tel salaire, oui, mais l'entreprise ne va pas bien, il faudrait diminuer le salaire. On s'est entendu sur telle durée du travail, oui, mais il faudrait travailler plus. Bon. Donc, la force obligatoire du contrat recule, et on voit apparaître en contrepartie des obligations nouvelles sur la personne de l'employeur qui doit prendre en compte l'intérêt à long terme du salarié. Et le premier exemple, c'est les obligations de formation, par exemple. Les obligations de formation professionnelle, c'est une obligation de type qualitatif, ça relève d'un lien et pas d'un échange contractuel de quantité. Alors, il y a beaucoup d'autres exemples, que ce soit dans les contrats relationnels mis en évidence par McNeil aux États-Unis, ou bien tous ces contrats d'existence dont Luca et son équipe ont si pertinemment analysé l'essor. C'est-à-dire, vous voyez, le contrat devient un instrument qui prend en considération la personne et son destin sur un temps plus long et pas seulement un échange de quantité. Elle intègre des valeurs qui ne sont pas uniquement des valeurs de contrepartie patrimoniale immédiate. Un autre exemple de déplacement de la loi au lien, c'est la contractualisation de l'action publique. Au lieu de réglementer les activités des personnes privées ou publiques, l'État leur confie le soin de définir elles-mêmes les modalités de réalisation des objectifs qu'il leur fixe, tout en chargeant des autorités ad hoc du contrôle de cette réalisation. J'évoque ici, je sais que c'est le cas aussi en Italie, parce que c'est partout, le foisonnement de ce qu'on appelle les autorités indépendantes. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des services publics dirigés et organisés par l'État, on ouvre un marché, mais comme il y a des enjeux d'intérêt général, on confie à une autorité indépendante le soin de réguler ce marché. Donc il y a une délégation à une autorité dite indépendante, mais qui n'est pas démocratique par définition, d'une mission d'intérêt général. Et on voit réapparaître au passage, là aussi, une vieille catégorie du droit médiéval, qui est la distinction de la potestas et de la auctoritas. Donc ce sont des autorités, au sens de... Bon, là aussi, si vous voulez, dans la discussion, potestas, auctoritas, c'est central dans la compréhension de l'évolution du droit. Bon, deux mots, enfin un peu plus de deux mots, mais je ne veux pas vous épuiser, sur la concession des choses. Bon, vous devez être fatigué, hein, mais... Non, ça va, vous suivez? Je vous admire, vous savez. Représentez-vous le nord de l'Italie au Moyen-Âge. On cultive la terre. Vous avez ces magnifiques fresques là dans le palais de Sienne, par exemple, la vie en ville, la vie à la campagne. La richesse, elle est essentiellement foncière. Et la terre, on la tient toujours de quelqu'un d'autre. Toujours. Même le Seigneur, il la tient de Dieu. Dans la common law, on considère encore que le propriétaire ultime, c'est le roi.
on tient la terre d'un autre qui vous la concède, on doit la gérer en toute autonomie, en respectant les intérêts de celui qui vous l'a concédé. Ça, c'est la structure vassalique traditionnelle. Et ça conduit à une distinction de la propriété typique du droit féodal entre ce qu'on appelait le domaine utile et le domaine éminent. Comment ça se dit en italien, ça, cette distinction? C'est pareil. Voilà, donc le seigneur a le domaine éminent, et puis le vassal a le domaine utile, ou bien le roturier qui a obtenu une terre en exploitation. Autrement dit, les rapports des hommes aux choses dans le système féodal sont sous la médiation du rapport entre les hommes, ce qui va déterminer votre droit avec une parcelle de terre déterminée, ça va être vos liens avec un certain nombre de personnes. Alors ça a été évacué par le capitalisme, qui a besoin de choses qui sont nettoyées de tout lien personnel pour pouvoir circuler facilement sur le marché. Eh bien, on voit ça réapparaître. Le même système se trouvait en matière d'attribution des charges publiques ou ecclésiastiques. On avait cette même distinction. Vous connaissez la distinction de l'officium et du beneficium. Je vous confie une charge ecclésiastique ou une tenure académique, parce que ce terme de tenure, les Anglais l'ont gardé, les Américains, mais est attaché à un revenu, un beneficium, mais il correspond à l'officium. Vous savez. Donc vous avez une liberté, la tenure, mais vous devez remplir votre charge. Donc on a exactement le même montage. Et l'analyse du droit positif montre ici encore aujourd'hui une résurgence de la structure féodale qui se marque d'une part par le démembrement de la propriété et d'autre part par l'affermage des fonctions. Je vais voir comment on peut traduire, je n'ai pas eu le temps de regarder pour une notion d'affermage. Démembrement de la propriété. Bon, l'exemple le plus éclatant, c'est la propriété intellectuelle. Regardez, de quoi suis-je propriétaire là, dans cet objet? La partie hard, oui, certainement, mais dès qu'on est dans les logiciels. J'ai signé je ne sais combien de fois sous forme de clic en acceptant d'utiliser un logiciel, moyennant finance, pour obtenir quoi? Un droit d'usage. Un droit d'usage d'algorithme que le propriétaire, dont il peut changer les fonctionnalités, les rendre inopérants à tout moment, etc., que je n'ai pas le droit de céder. Donc je suis propriétaire de quelque chose, mais moi, je n'ai pas le droit de le céder. Nous sommes exactement dans la distinction du domaine éminent et du domaine utile. Les prérogatives du propriétaire intellectuel varient selon les cas, mais elles conduisent toujours à faire perdre sa portée absolue à la propriété matérielle du bien. En effet, le droit du propriétaire intellectuel suit la chose, quel que soit son propriétaire matériel. Si je vends mes logiciels et ma machine au professeur Pizzolato, il sera tenu par les mêmes liens que moi. Et on voit revenir des structures que les anthropologues avaient bien étudiées, notamment Marcel Mauss, qui avait bien observé que la propriété intellectuelle faisait ressurgir dans le monde moderne ce qu'il appelait l'esprit des choses, qu'on croyait propre aux sociétés archaïques. Dans les sociétés archaïques, l'esprit de la chose suit la chose, entre quelles mains qu'elle soit. Et elle fait retour toujours à celui qui l'a mise en circulation. Eh bien, on retrouve ça aujourd'hui, là encore, l'exemple le plus visible, ce sont les accords TRIPS. Vous connaissez les accords TRIPS? C'est cet aspect des accords de Marrakech qui ont étendu au monde entier les droits de propriété intellectuelle, par exemple, sur les médicaments, sur des semences, et bon, alors, ça rentre en collision avec des principes fondamentaux. Si vous avez appropriation privative des brevets qu'on peut reconduire indéfiniment d'un côté, puis de l'autre côté, les règles de l'OMS qui disent égal accès de tous aux soins,
on est dans un ordre schizophrénique, ce qui est le cas de l'ordre juridique contemporain, c'est la schizophrénie totale. Mais la logique donc des accords TRIPS, c'est bien celle des droits domaine éminent et domaine utile, et donc une féodalisation du lien, qui redevient un lien d'allégeance. J'en prends un exemple très simple, un arrêt de la Cour suprême des États-Unis du 13 mai 2013, Bowman contre Monsanto. Monsanto a vendu des graines à un paysan, qui en avait d'autres à côté, et puis ça s'est un peu mêlé. Il a réutilisé des graines sans payer à Monsanto. Monsanto dit « vous n'avez pas le droit de le faire », c'est-à-dire que votre activité désormais se place dans un lien d'allégeance vis-à-vis de celui qui vous a fourni vos semences. Et donc il y a disparition de la liberté totale d'entreprendre qui pouvait être celle caractérisée auparavant la situation du fermier. L'affermage affermage, comment on traduit? C'est donner à ferme. Vous voyez, c'est au sens du droit médiéval. Donner à ferme, c'est la concession des choses. Je vous concède, peut-être c'est propre au droit français, cette notion de ferme. C'est utilisé pour les impôts. Le roi de France, plutôt que de prélever lui-même des impôts, s'adressait à de riches financiers, qu'on appelait les fermiers généraux, qui lui donnaient l'argent, et en plus, ensuite, c'est eux qui allaient chercher l'argent. Donc on leur concédait la puissance fiscale, moyennant le fait qu'ils remplissent immédiatement les caisses du Trésor. C'est-à-dire, c'est de confier un officium à quelqu'un en échange d'un bénéficium. Alors, je ne veux pas m'arrêter trop longtemps là-dessus, mais c'est devenu la structure normale d'organisation des grandes entreprises par les systèmes de ce qu'on appelle les chaînes de valeur, les réseaux de sous-traitance, les chaînes d'approvisionnement, ce qui était le modèle de l'entreprise intégrée qui fabriquait elle-même et contrôlait la totalité de la réalisation d'un produit, a cédé la place à des réseaux, des archipels de personnes morales qui contribuent chacune à un aspect de la production. Alors ce qui est très important, c'est que ça condamne un peu les analyses marxistes, enfin ça les condamne, ça les rend inopérantes historiquement, parce que la clé du pouvoir économique n'est plus la détention matérielle des choses, mais la détention des systèmes d'information. C'est ça qui devient central. Alors j'avais cette petite image pour faire comprendre un petit peu. À droite, c'est un schéma qui représente l'organisation de la filière textile qui a été réalisée par l'OCDE après la catastrophe du Rana Plaza. Vous vous souvenez peut-être du Rana Plaza. Donc, c'est l'une des plus grandes catastrophes industrielles de ces 20 dernières années. Donc, plus de 1000 jeunes femmes sont écrasées dans l'effondrement de l'usine où elles travaillaient. Une usine bengalaise qui produisait une quantité de grandes marques européennes et américaines. Et elles sont tout en bas de la chaîne, elles ne sont même pas les simples chevaliers, elles sont au niveau du servage. Donc vous avez ce même type d'organisation, et c'est bien, au fond, la structure féodale qui ici ressurgit sous des formes nouvelles. Bon, je ne veux pas abuser de votre patience, je voudrais dire que, pour conclure, il ne s'agit pas de prétendre que nous retournons au Moyen-Âge, mais seulement de comprendre que les concepts juridiques propres à la féodalité fournissent d'excellentes clés d'analyse des bouleversements institutionnels qui sont à l'œuvre aujourd'hui derrière la notion acritique de globalisation. Il ne s'agit pas non plus pour moi de porter un jugement de valeur sur cette évolution. Si vous voulez, je vois, en ce qui me concerne, cette résurgence comme presque une réponse immunitaire au délire de la gouvernance par les nombres. Pour survivre dans cet univers, il faut rentrer dans des réseaux qui vous assurent un minimum de sécurité. Alors, autant il est faux
d'envisager le monde globalisé comme un monde plat, une tabula rasa, à la Deleuze, où se déploierait de manière uniforme la gouvernance par les nombres, autant il serait absurde de l'envisager comme la juxtaposition de cultures persistant invariablement dans leur être et de méconnaître ainsi leur perméabilité aux influences mutuelles. On peut dire que sous le poids de 2 siècles de domination coloniale et d'impérialisme économique et culturel, il n'y a pas aujourd'hui de civilisation dans le monde, pas même au Vanuatu ou en Amazonie, qui n'ait été influencée par les manières occidentales de gouverner les sociétés humaines. Et toutes sont désormais concernées par l'effacement du règne de la loi au profit de la gouvernance par les nombres, et toutes voient s'étendre les réseaux d'allégeance au cœur de leurs institutions. Alors, je le répète pour conclure, la résurgence d'une structure ne signifie nullement une répétition du passé, elle donne au contraire le jour à des constructions nouvelles qui recyclent les matériaux de celles dont elle vient pallier la ruine. C'est un petit peu ce qu'il y a toujours pour moi de si émouvant en venant dans les villes italiennes, ou par exemple à Rome, mais pas seulement à Rome, c'est cet aspect où on voit cet aspect stratigraphique qui est celui de l'histoire des institutions. Ce n'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire sédimentaire. Et lorsque un type de construction s'effondre, on va reconstruire, reprendre des pierres des anciens édifices. Alors cette capacité de reconstruire avec les anciens édifices, je pense qu'il n'y a pas de pays qui l'ait plus donné, démontré que l'Italie. C'est pourquoi je voulais parler de reféodalisation ici. Merci de votre patience. E Luca, potremmo parlare italiano, inglese, come si vuole. Caro Ellen, io sono molto contento che tu abbia potuto svolgere queste 2 giornate nella lingua francese. E quello che ho sempre più ammirato, diciamo, del tuo modo di concepire l'attività del giurista sono state fondamentalmente 2 caratteristiche. La prima è che hai sempre guardato con molta attenzione, curato con molta attenzione quello che dovrebbe fare qualsiasi professore universitario di materie giuridiche, e cioè il fatto di conoscere oltre il francese, l'inglese, il tedesco, l'italiano, lo spagnolo, perché nella tua produzione scientifica emerge la letteratura di tutta l'Europa sostanzialmente. Questo nei vari testi che abbiamo anche elencato ieri nella presentazione. E l'altro profilo è che pur essendo tu un professore di origine di diritto del lavoro, hai sempre coltivato il diritto a 360 gradi. Nella lezione di oggi vengono coinvolte sostanzialmente tutte le discipline, ed è per questo che abbiamo un pubblico limitato ma molto qualificato. Abbiamo un professore di diritto costituzionale, abbiamo un professore di analisi economica del diritto, abbiamo un professore di diritto civile, abbiamo un professore di diritto del lavoro, abbiamo dottorandi di varie materie, abbiamo un dottorando anche di filosofia, se ho capito bene ieri, e quindi insomma invito tutti a partecipare adesso al dibattito in qualsiasi lingua vogliate formulare le vostre domande.
pense que le moteur de l'histoire, c'est l'imaginaire, l'imagination humaine, dans ce qu'elle a de plus effrayant et de plus séduisant. C'est ça le moteur. C'est notre capacité à imaginer du neuf. Alors, le droit, la difficulté, les débats de philosophie du droit me paraissent enferrés dans le combat entre les positivistes et les justes naturalistes, qui sont, à mes yeux, de certains côtés, deux impasses. Même si j'aurais plus de sympathie sur les justes naturalistes, si je devais sur l'échafaud choisir une des deux thèses, je vous raconte une anecdote pour expliquer ça. C'est à mon avis, l'homme qui a écrit la langue française la plus belle dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est un Roumain qui s'appelait Émile Cioran. Il écrit un français superbe. Et des essais tellement désespérés qu'on n'y croit pas, parce que c'est tellement esthétique. Et Cioran arrive à Paris dans les années 50-60, il rencontre le milieu intellectuel parisien, et il fait cette remarque. Lui, il vient de la Roumanie communiste. Il dit, je m'étonne de voir tous ces intellectuels qui se réclament de la liberté être si peu attentifs aux conditions institutionnelles de son existence et de sa protection. Ça pointait bien une tendance lourde de la sociologie de l'après-Seconde Guerre mondiale. Parce que la sociologie de Max Weber, de Durkheim, ils sont très attentifs à la question juridique. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on dit le droit, c'est une superstructure, c'est un voile qui nous masque la réalité des rapports de domination, donc laissons flotter le voile. D'où ce malaise que j'évoquais hier, parce que même Foucault est sur cette position. Donc tout est ramené à la question de la domination, du pouvoir. Et ça, c'est la plus grande victoire du nazisme, à mes yeux. Enfin, c'est pas à mes yeux, celui qui écrit ça, c'est Louis Dumont, c'est un anthropologue spécialiste de l'Inde, mais qui a écrit des essais sur l'individualisme qui sont une merveille, et il a un petit chapitre sur l'expérience nazie. Il dit le pire de ce que nous a hérité le nazisme, c'est de tout penser en termes de pouvoir et d'oublier la notion d'autorité. Ce qui va légitimer, disons, pour employer un vocabulaire weberien. Alors, ce qui est très difficile à penser dans le droit, c'est que, à l'évidence, c'est un instrument de domination. C'est une forme d'exercice du pouvoir. C'est évident. Alors, prétendre faire une découverte en disant ça, je trouve vraiment c'est faible. Hein. Mais alors, on le répète, il y a encore en France des livres qui se vendent bien où les gens découvrent, des sociologues, que le droit pénal, c'est répressif, c'est horrible, c'est répressif. Oui, c'est le droit pénal, oui, c'est répressif. Bon. Cet aspect-là est indiscutable. Mais le droit, c'est l'invention romaine, et non pas grecque, d'une forme. Et d'une forme qui, en même temps, sert et limite le pouvoir. En même temps, c'est un instrument, mais c'est un frein. L'image qui me vient le plus, c'est, pour ceux qui font du bateau, il y a ce qui s'appelle des ancres flottantes. Ça n'empêche pas les mouvements, mais ça les freine. Et la forme juridique est toujours une protection contre l'arbitraire absolu. Toujours. Ce sont des gens qui ont fait l'expérience des régimes totalitaires qui le disent. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais vous voyez, il y a cette ambivalence de la forme juridique, instrument de domination, mais limite à la domination, et qui, là, ça vient vraiment de l'histoire, ça nous vient de Rome, parce que la loi à la grecque, là, la minorité, elle ne peut rien faire face à la majorité. Alors que c'est à Rome que la loi républicaine passe par le filtre d'un corps de spécialistes, les jurisconsultes, les pontifes, qui vont dire oui, mais ceci, mais cela, etc. Donc c'est ces formes qui sont en elles-mêmes, c'est ce qui reste, ça venait du ritualisme, hein, en plus, dont je n'ai pas parlé là. Donc on est sur cette voie étroite avec le droit. Donc je ne suis... Et puis, autre remarque,
c'est une forme locale. Dans l'histoire des civilisations humaines, c'est vraiment une particularité occidentale, le droit. Vous avez grands pans de société qui marchaient soit au rituel, soit justement avec des régimes d'allégeance divers. Ça a été le mode le plus ordinaire de fonctionnement des sociétés, où la référence, c'était le religieux, d'où on déduit directement un certain nombre de normes de conduite. Enfin, la loi mosaïque, elle vous prescrit la façon de vivre du matin au soir, 7 jours sur 7. Donc, vous aviez ce lien consubstantiel entre une référence de nature religieuse et puis des prescriptions sur le comment vivre. Nous, l'Occident est sorti de ça, d'où cette forme juridique dont on a l'impression qu'elle peut servir n'importe quel but, mais je crois que ce n'est pas vrai. Elle ne peut pas servir n'importe quel but. Je ne pense pas qu'on peut dire que l'ordre nazi, en tant qu'il était nazi, était un ordre juridique. Pas plus que l'ordre que décrit le marquis de Sade. Il y a un très beau livre de François Host sur le droit, Sade et le droit. Il décrit la minutie dans les descriptions sadiennes, le goût de la règle, fanatique, mais on ne peut pas appeler ça un ordre juridique, à mon sens, parce qu'il n'y a pas cet être qui est le sujet de droit, qui est quand même, dont Hannah Arendt observe, c'est la première chose que va détruire le nazisme, c'est le sujet de droit. On vous ôte votre identité pour vous remplacer par un numéro. Je vous pose une question qui concerne la structure normative dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a un élément dans l'histoire médiévale qui permet à la population de concevoir le lien entre le souverain et les vassaux comme nécessaire et pas comme une tromperie fleuretée peut-être comme Balzac dans la Comédie humaine définit tout le monde de l'égalité? Je suis Alessia, je suis une étudiante en droit, en 3e année. Ah, bravo pour votre français, je vous félicite. Bon, la notion, il faudrait distinguer, quand on parle du Moyen-Âge, d'abord il y a plusieurs périodes dans le Moyen-Âge, et puis il y a les constructions théoriques, et puis il y a ce qu'étaient les pratiques historiques. Alors là, il faut aller voir du côté des historiens sur ce qu'ont pu être la réalité de l'exploitation paysanne, de la condition des femmes, etc. Donc, je l'ai dit, hein, le droit, c'est imaginer un monde tel qu'il devrait être. C'est le lieu où on peut lire les rêves des hommes et leurs cauchemars. Parce qu'aussi, à rebours, on voit leurs cauchemars. Quand chacun doit être armé à tout instant, c'est vraiment le cauchemar américain, parce qu'ils savent qu'ils ont fait disparaître toute une population. Il y a quelque chose qui continue de les habiter, et ils vivent armés jusqu'aux dents. Enfin, et donc, c'est ça que donne à voir le droit, et de ne pas avoir directement la réalité des rapports sociaux. Mais il les imprime et les exprime en même temps. Hein. C'est compliqué. Alors, ces précautions mises à part, dans le cas médiéval, il y avait, dans la féodalité d'une façon générale, quelque chose qui était, disons, dans les rapports entre les nobles, le sens de l'honneur. Donc, il y avait une légitimité du lien qui était liée à un sens de l'honneur. Et la particularité de la féodalité européenne par rapport à la féodalité japonaise, par exemple, ça c'est une remarque que fait en 2 lignes le grand historien Marc Bloch, qui a écrit un livre sur la société féodale. Il dit la féodalité occidentale, elle était imprégnée du droit romain. Elle continuait d'être là, même avant sa redécouverte à Bologne. Donc notamment le contractualisme, donner une forme contractuelle aux liens, et même pour les roturiers, hein, il y avait des procédures, il y a tout un truc qui n'est pas très connu, parce qu'il faut aller dans les archives des litiges qui concernaient les pauvres. Il y a une forme juridique qui a été donnée aux liens féodaux qui n'existait pas, par exemple, dans le cas japonais, qui lui fonctionnait, j'allais dire, purement aux liens de confiance personnelle. Donc,
L'idée d'égalité, elle existe au Moyen-Âge dans... faut pas que je sois trop long dans ma réponse, excusez-moi, mais l'un des moteurs de la modernité, ça a quand même été le christianisme. Je l'ai évoqué hier, l'invention de la démocratie doit beaucoup au droit canonique et à cette question que s'est posée dès le début l'Église. Ecclésia, vous voyez le mot ecclésia, c'est le mot de l'Assemblée chez les Grecs. Donc les chrétiens reprennent le mot de la démocratie grecque et en même temps c'est le peuple élu. C'est une combinaison gréco-judaïque, si vous voulez. Et pour eux, il y a cet énoncé presque dingue, révolutionnaire de saint Paul qui dit « Il n'y a plus homme ni femme, maître et esclave, juif et gentil. Il n'y a plus que des êtres égaux face à la face de Dieu. » Alors il le dit dans l'ordre religieux. Mais il y a déjà là une dynamique de l'égalité qui va s'exprimer très tôt dans les débats sur les formes de délibération dans l'Église, qui au Moyen-Âge ont toujours considéré que il y avait comment ça s'appelait, ce qui touche aux intérêts de tous doit être délibéré par tous. Je ne me souviens plus comment c'est en latin, qui est une formule qui revient sans cesse. Ce qui concerne tout le monde doit être délibéré par tout le monde. Et il y a cette idée de l'égalité face à Dieu, face au salut, qui est quand même présente et qui aussi s'est exprimée dans des pratiques assez peu étudiées, mais les assemblées villageoises, par exemple, médiévales. Il y avait des formes démocratiques qui, dans le cas français, ont été absolument éradiquées par la Révolution française. Ce n'était pas reconnu. Il y avait des formes d'auto-administration politique des villes. Alors, c'était les chefs de famille, c'était les hommes, etc. Donc, on peut leur dire que c'était des affreux féminismes. Enfin, ils étaient de leur temps, il ne faut pas les passer au tribunal du présent. Donc, c'est un monde très complexe, le monde médiéval. Et pour terminer sur ma réponse, ça inspire l'idée de l'ambivalence de cette résurgence que j'ai décrite. C'est-à-dire, si il n'y a pas un garant des liens, s'il n'y a plus le maintien d'une instance, j'allais dire du sacré au sens du digeste, les choses sacrées, ces systèmes deviennent mafieux. C'est la mafia, ça devient la loi du plus fort. Tu me fais allégeance parce que je suis plus costaud que toi, et puis autrement tu vas voir ce qui va t'arriver. Et puis, ça peut être aussi des formes qui mobilisent des ressources positives chez les êtres humains. Si je prends Uber, qui est un très bon exemple de reféodalisation fondée sur la propriété intellectuelle, vous n'avez plus un lien de subordination. Le chauffeur, on lui dit « t'es libre ». En fait, t'es libre, mon œil, si ça je ne le traduirai pas. D'un autre côté, c'est pas un salarié au sens classique. Donc on pourrait imaginer dans ce que permettent les nouvelles techniques, ça pourrait être un ferment d'un travail plus autonome, mais à condition que Uber, c'est-à-dire que le seigneur, le maître, ait le souci, ce qu'on appelait le Sorgenpflicht en allemand. Treuepflicht, Sorgenpflicht, dans le lien vassal. Il faut être fidèle à son maître, mais le maître doit protéger son vassal. Aujourd'hui, ça revient dans le droit moderne sous les obligations de vigilance, les devoirs de vigilance des grandes entreprises. C'est une réactivation de ce qu'était le Sorgenpflicht, j'allais dire à la mode allemande. Donc, rien n'est joué. Mon problème, c'est d'essayer d'identifier le retour de la structure. Une fois qu'on l'a identifié, ça permet de voir dans quel sens on peut aller. Si on peut desserrer la subordination telle qu'elle s'exerçait dans le monde fordiste décrit par Chaplin, c'est plutôt une bonne nouvelle. S'il s'agit d'enfoncer dans des formes nouvelles de déshumanisation, où c'est plus seulement les corps qui sont asservis, mais aussi les cervelles avec cette montée des problèmes de santé mentale, alors à ce moment-là, ça ne va pas du tout. Vous comprenez? Donc il y a des marges de liberté qui demeurent.
et qu'il faut utiliser. Mais comme je le disais, c'est la nouvelle génération qui est en charge de cette lourde tâche. Faccio la domanda in italiano, ma mi può rispondere anche in francese. Sono Giuseppe Bellantuono, insegno diritto comparato e anche analisi economica del diritto. La mia domanda è sugli indicatori. Lei ha criticato gli indicatori della Banca Mondiale, del Doing Business Reports, e sono d'accordo con lei che ci sono molti aspetti criticabili. La mia domanda è: quegli indicatori sono stati costruiti sulla base di una teoria giuridica e di una teoria economica e di un approccio economico, quindi sono stati progettati da economisti. Secondo lei è possibile che una forma di alleanza tra giuristi ed economisti o altri scienziati sociali ci consenta di costruire, di disegnare degli indicatori che servano a misurare fenomeni complessi? Sto pensando ad esempio agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per combattere la povertà su scala mondiale nei paesi in via di sviluppo. Quindi obiettivi da raggiungere entro il 2030. Naturalmente come facciamo a misurare il progresso da qui al 2030? Abbiamo bisogno di alcuni indicatori, ma stiamo parlando di problemi di enorme complessità su una scala globale. Lei pensa che ci sia la possibilità per i giuristi di giocare un ruolo nelle organizzazioni internazionali o nei luoghi in cui si prendono decisioni a livello nazionale o europeo per partecipare alla costruzione di indicatori che non stravolgano il fenomeno giuridico in alleanza con altri scienziati sociali, o ritiene che qualsiasi uso degli indicatori sia comunque troppo limitato per consentire di dare indicazioni adeguate sul modo di riformare le istituzioni o sul modo di affrontare problemi complessi, povertà, cambiamento climatico? Merci beaucoup, c'est une question très importante. Bien sûr, la critique de l'imaginaire de la gouvernance par les nombres n'est pas une critique de principe de la quantification, ni de l'intérêt de la quantification. D'un autre côté, les sciences sociales modernes sont nées d'un espoir de la capacité d'analyser les faits sociaux comme des choses, pour parler comme Durkheim, et surtout comme des choses mesurables. Donc il y a toute cette histoire que j'essaie de retracer dans mon livre qui commence au XVIIIe siècle, où on commence à avoir la mesure des faits sociaux, l'origine de ce qui va devenir les systèmes de statistique, statistique étant un mot qui nous vient de l'allemand, où il y a Staat, mais en réalité c'est ce que les Anglais appelaient l'arithmétique politique, et où la quantification a rapidement joué un grand rôle. Alors, avant de parler des indicateurs, donc je dis, la première chose, ça a été cette représentation quantifiée de la société. J'ai essayé d'expliquer hier en quoi ça pose des problèmes spécifiques, qui sont des problèmes de qualification, parce qu'avant de compter, il faut qualifier. Donc si je compte des chômeurs, il faut que je définisse ce que c'est un chômeur, par exemple. Bon. Si je compte des pauvres, il faut que je me donne une définition du pauvre. Et ça, ces définitions, elles sont de nature qualitative et elles devraient rester dans l'ordre d'une délibération politique. L'un des risques, l'un des produits de cette quantification du social, ça a été de projeter le modèle de la physique sur la physique, la discipline de la physique, sur le politique, en disant je vais pouvoir observer la société comme un objet extérieur à moi. On n'avait jamais fait ça. On n'employait pas le mot société jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au contrat social de Rousseau, disons grossièrement. Les sociétés, ça désignait des sociétés particulières. On ne parlait pas de la société avec un grand S. Ça apparaît avec ce projet d'analyse scientifique
des rapports sociaux fondés sur une quantification. Et nous sommes les héritiers de ce mouvement qui a donné lieu à beaucoup de progrès de la connaissance, mais qui a refoulé ce qui relève de l'expérience subjective de chacun, la particularité des expériences subjectives, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et donc le risque à ce moment-là, c'est de plaquer sur une société des représentations abstraites qui méconnaissent l'expérience vécue des personnes. Alors, si j'en viens maintenant, et là, c'est un problème qui se pose déjà uniquement pour la description du monde. Les indicateurs, c'est plus de la description, c'est de la prescription. Parce qu'on va souvent dire, il faut atteindre tel indicateur pour être, si on prend la gouvernance de l'euro, si on prend les plans d'ajustement structurel, si on prend la bibliométrie universitaire, ça devient ce que j'appelle dans mon livre l'indicateur objectif. Ça se veut ironique. C'est-à-dire c'est l'indicateur qui devient l'objectif sous couvert d'objectivité, alors qu'il n'est qu'un instrument de mesure qui devrait pouvoir être remis en cause à tout moment. Le père de la direction par objectif dans les entreprises, c'est un type très intelligent qui s'appelait Peter Drucker. Ça date du début des années 50. Il est le premier à faire une critique radicale du taylorisme et en disant non, maintenant on fixe aux gens des objectifs et puis on va mesurer la réalisation, on va avoir une direction par objectif. Mais Drucker, qui était très malin, dit attention, cette quantification ne peut servir qu'à un autocontrôle et en aucun cas un hétérocontrôle. C'est-à-dire que c'est un instrument pour celui qui agit, il se donne à lui-même des instruments de mesure de son action. Si ça devient un hétérocontrôle, là il y a des risques considérables. Je prends l'exemple, j'ai pris hier l'exemple des taux de scolarité, là vous évoquiez la pauvreté. La pauvreté à l'échelle du monde, donner des indicateurs de la pauvreté à l'échelle du monde. Est-ce une tâche bien raisonnable de vouloir enfermer la pauvreté dans un chiffre à l'échelle du monde? On peut en douter. Dans nos propres sociétés, la pauvreté, pendant longtemps, ça a été un idéal, les franciscains. Donc pour eux, il y avait deux malheurs à éviter. L'excès de richesse, si j'ai trop, je ne peux plus marcher sur le chemin de la vie. Et si j'ai rien, je ne peux pas marcher non plus, c'est la misère. Donc la pauvreté apparaissait dans nos propres sociétés comme une sorte d'idéal, et qu'on voit encore, chez Proudhon, il dit il faut que la classe ouvrière, ce qu'elle vit, c'est à s'éduquer, avoir une vie saine, mais ce n'est pas l'accumulation indéfinie de biens. Propre culture. Si vous allez en Afrique, commencez à parler avec des amis africains, comment on dit pauvre dans ta langue, qu'est-ce que c'est qu'un pauvre, etc. Je peux vous rapporter, moi, des conversations que j'ai eues au Cameroun. Le pauvre, c'est celui qui peut compter sur personne. Le riche, c'est celui qui a beaucoup de gens. C'est ce qu'on m'a répondu. Il a beaucoup de gens. C'est-à-dire, s'il a un problème, il y a une famille élargie qui va se mobiliser. Le sud de l'Italie doit connaître ça encore. Est-ce que celui qui est seul, malade sur son tas d'or, celui-là, il est pauvre. Donc on a un renversement de nos idées de richesse et de pauvreté. Alors, comment régler cette question tout en prenant au sérieux la question très importante que vous posez, parce qu'on a besoin pour l'action publique d'avoir des repères, de savoir est-ce que telle action est efficace, est-ce qu'elle n'est pas efficace. Je crois que la réponse est la démocratie. C'est-à-dire il faut que les sociétés concernées adhèrent à un moment donné aux indicateurs. Si vous demandez aux universitaires dans une communauté, bon, on va s'entendre sur comment mesurer nous-mêmes, comment mesurer les résultats de notre travail. Ça ne sera pas facile, je vous dis tout de suite. Ou si vous demandez à une population du Sahel, voilà, on va discuter avec vous des moyens de vous aider, vous développer, puisque c'est le mot. Bon, comment on va mesurer les résultats? À ce moment-là, si c'est délibéré par la société elle-même, si ça s'appuie sur les savoirs de la société elle-même, ça sera utile. Parce qu'on pourra avoir un mouvement de va-et-vient
entre le chiffre, dans ce cas-là, est l'équivalent d'une norme constitutionnelle dans l'ordre juridique. Vous voyez, il fixe quelque chose. Et il faut qu'on puisse avoir des procédures de délibération comparables à celles que nous avons lorsqu'il s'agit de fixer une norme, j'allais dire, littéraire. Donc, encore une fois, c'est par cette reconnexion de la quantification avec l'expérience qu'on peut répondre à votre question. Et pour moi, la plus belle figure qui incarne ça, j'aime tellement cette figure, je crois que j'en ai mis l'image dans mon livre, c'est une statue qui a été faite par un Italien, mais qui se trouve dans ma ville, à Nantes, dans un tombeau Renaissance. C'est une figure de la prudence. Si importante, nous sommes dans une faculté de jurisprudence ici, alors il y a cette figure. Vous savez que c'est une des 4 vertus cardinales, avec la force, la tempérance et la justice. Et ce tombeau est une merveille surchargée de symbolisme, enfin peu importe. La prudence est représentée comme une jeune femme, au visage très serein, qui regarde devant elle, et elle tient dans sa main droite un compas. Donc, quantification, la mesure. Dans sa main gauche, elle tient un objet. J'ai vu que les jeunes gens des écoles qui viennent visiter ça croient que c'est un iPad, mais ça ne peut pas être un iPad parce que la statue est du XIVe siècle. C'est un miroir. Donc, elle regarde devant, donc elle est dans l'action, elle vise un but. Mais il faut qu'elle se connaisse elle-même, elle a les instruments d'une mesure, et quand on se tourne derrière la statue, on voit derrière son chignon, il y a le visage d'un vieillard qui regarde dans l'autre sens. Donc c'est l'expérience du passé. Vous voyez, c'est une construction, l'idée de prudence, complexe, où la quantification a sa place. Mais la quantification est remise dans son contexte. Bon, alors, si vous passez à Nantes, je vous emmènerai voir le tombeau de François II de Bretagne avec la figure de la prudence. Qualcun altro? Altrimenti volevo farti io una domanda. Ieri a pranzo ti ho chiesto qual è il libro più prezioso, secondo te, di Gérard Leoncan. E tu mi hai risposto La reversibilità del droit du travail, uno degli ultimi libri scritti. Gérard Leoncan è uno dei maestri di Alain Soupiot. Oggi ci hai disegnato la reversibilità dello Stato moderno, no? Pensi che questo processo sia veramente in corso anche rispetto a funzioni di cui il capitalismo, funzioni dello Stato, di cui il capitalismo moderno ha assolutamente bisogno? Penso al controllo della moneta. È vero che esistono produzioni private della moneta, però è anche vero che il controllo pubblico della moneta è un elemento importantissimo del sistema finanziario. Tutto il sistema finanziario funziona ancora sia sul controllo della possibilità di stampare la moneta, sia del fatto di stampare concretamente la moneta. Ci sono alcune funzioni di controllo della sicurezza, ci sono alcune funzioni dello Stato minimo di cui il capitalismo ha bisogno, altrimenti crolla anche il sistema capitalistico. Pensi che arriveremo a questi estremi o pensi che non sia invece un processo solo di parziale reversibilità che poi con aggiustamenti difficili per il giurista, perché il giurista si trova in quello che Otto Neurath chiamava il paradosso del marinaio, cioè deve aggiustare la barca in mare aperto, per cui non può mai distruggerla totalmente, deve costruirla un po' e che quindi poi ci sia comunque una via di uscita, anche se magari neoliberale, ma comunque sempre basata sullo Stato? Oui, alors, mon hypothèse est que nous sommes à la fin de l'épisode néolibéral.
je crois qu'il... d'abord, fondamentalement, il n'est pas tenable, sustainable, pour des raisons sur lesquelles je reviens dans un instant, mais nous avons déjà des symptômes politiques, enfin le Brexit, la situation américaine, la montée des dictatures un peu partout, c'est-à-dire le besoin qu'il y a pour soutenir le projet néolibéral dans un certain nombre de pays d'avoir maintenant des hommes forts. C'est pour ça que j'ai tenu à citer Vico hier, parce que c'est vraiment visionnaire ce qu'il... donc ça c'est l'hypothèse. J'ai l'impression qu'on est dans quelque chose qui est à la fin d'un cycle, mais la fin d'un cycle qui peut se traduire par le retour de formes inédites de violence, qui n'est pas là sur mon imagination, enfin, on voit sous nos yeux, on a des formes de violence qui sont pas les massacres déments du XXe siècle, mais enfin, qui sont quand même très considérables. Alors, c'est très important la question de la monnaie, et je crois que c'est une des choses où les juristes pourraient essayer d'enseigner un peu les économies standards, parce que il y a des économistes, j'ai beaucoup d'amis économistes, je suis rentré au Collège de France sur l'initiative d'un économiste que je ne connaissais pas, donc j'ai des dettes vis-à-vis des économistes, mais parce qu'ils s'intéressaient aux critiques justement. Une des choses, ils ont du mal à penser la monnaie, parce que c'est indispensable et en même temps qu'est-ce que c'est la monnaie? C'est un symbole qui lie une certaine communauté politique et économique, qui mobilise de la foi. Alors bien sûr on a mis In God We Trust sur les dollars américains pour marquer bien cette dimension, mais ça ne suffit pas à régler la question de la nature de la monnaie. Et parmi les auteurs dont je recommande la lecture, il y a évidemment Karl Polanyi, qui dans son livre sur la grande transformation, il dit pas les choses avec mon vocabulaire, mais je me permets de le traduire de cette façon-là. Il dit, au fond, l'économie de marché, ça c'est très ancien. Les marchés, il y en avait, échanges à l'Antiquité, et des techniques comptables aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui est propre au capitalisme? C'est qu'il y a trois choses qu'on va traiter comme des marchandises, alors que ce ne sont pas des marchandises. Ces trois choses, c'est la terre, disons au sens large maintenant, la nature, le travail, donc les êtres humains, on va dire il y a un marché du travail, ce qui repose sur des opérations mythiques, incroyables, parce qu'il faut considérer que ce que je suis en train de faire en ce moment, je travaille en ce moment, ça ne se voit pas, mais je travaille, c'est comme une chose qui serait détachable de ma personne, qui devient un objet d'un contrat. Enfin, je veux dire, c'est des constructions très élaborées, assez discutables. Et puis le troisième terme, c'est la monnaie. On dit, je traite la monnaie comme une marchandise. Et le néolibéralisme est allé au bout de cette logique, ce qui n'avait pas été le cas, bien sûr, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où Keynes entendait maintenir une légalité monétaire en créant le Bancor. Vous connaissez cette histoire, donc il disait qu'il fallait distinguer les fonctions de paiement et les fonctions de réserve, et jusqu'en 1974, qui a été quand même le point de départ du moment néolibéral, il y avait une légalité monétaire qui a été abolie en 1974. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment dit la monnaie, c'est une marchandise comme une autre. Et dans le cas européen, on a ôté aux États le contrôle de la monnaie. On l'a remis à une autorité indépendante qui est la banque, qui est gérée avec beaucoup de sagesse par un Italien actuellement. Alors, on ne peut pas traiter durablement, si vous voulez, les points de fragilité du capitalisme, ce sont ces trois fictions. C'est une fiction de considérer le travail comme une marchandise, c'est une fiction de considérer la nature comme une marchandise, parce qu'elle n'est pas le produit d'une fabrication humaine, et de même, la monnaie n'est pas le produit d'une fabrication humaine, c'est un symbole, et ce n'est pas un produit, une marchandise. Et on ne peut les traiter comme des marchandises que moyennant un certain nombre de précautions juridiques. Tout le droit du travail, à mes yeux, c'est ça. Le droit du travail, c'est ce qui rend soutenable la fiction du travail marchandise. Parce qu'on va prendre en charge par des règles le temps long de la vie humaine
pour pouvoir permettre le fonctionnement, tout ce qui est incalculable, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. De même, le droit de l'environnement, c'est ce qui va rendre possible de considérer la nature comme un magasin de ressources inépuisables, parce qu'il y a des règles qui essaient de prendre en charge l'incalculable du temps long de la protection de l'écoumène. Et pour la monnaie, comme c'est là qu'on est allé le plus loin dans la déréglementation, c'est là que les risques sont les plus grands. Actuellement, il faut savoir que le volume de monnaie, de produits dérivés, et vous voyez ce que c'est les produits dérivés, en circulation représente plus de 10 fois le produit économique global de la planète. Donc, nous vivons sous une sorte de monstre météorologique monétaire qui peut que plus personne ne contrôle vraiment. Alors, que peuvent faire les juristes dans un tel contexte? Ça, je pose la question aux spécialistes de l'analyse économique du droit. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas durable, par exemple, de dire en matière d'exploitation de la planète. Je vois encore aujourd'hui, la semaine dernière, j'entendais les ministres français dire aux agriculteurs, il faut que vous fassiez maintenant, pour survivre, vous les éleveurs de bœufs, il faut faire des usines avec des milliers de vaches, comme ça vous pourrez les exporter en Chine. Ce n'est pas soutenable écologiquement. Cette idée que la planète serait une sorte de grand marché où on peut produire n'importe quoi, n'importe où, cette idée d'un monde plat n'est pas soutenable. Et donc, nécessairement, ça trouvera sa limite qui risque d'être sa limite catastrophique. Alors, on pouvait espérer que 2008 soit un signal suffisamment puissant. Ça ne l'a pas été. Mais pour terminer cette trop longue réponse, je tiens ça de Simone Weil. Elle dit ce qui est souverain sur cette terre. Je parle de Simone Weil, la philosophe, pas de la femme politique. Ce qui est souverain, ce n'est pas la force, c'est la limite. Donc si on méconnaît la limite, on rencontre la limite catastrophique. Et le problème de l'institution du sujet par le droit, c'est que si vous n'avez pas intériorisé un certain nombre de limites, vous allez vous retrouver en tôle. C'est-à-dire les limites que vous n'avez pas incorporées vous-même, vous allez devoir les affronter à l'extérieur de vous. Et c'est la situation qu'affronte le capitalisme actuel. Comme il est incapable d'incorporer ses propres limites, il va rencontrer ces limites catastrophiques en termes de déstructuration du lien social et de violence sociale, en termes de surexploitation des ressources naturelles et en termes d'implosion monétaire éventuellement. Mais à un moment déterminé, nécessairement, la limite, le principe de réalité revient. C'est rassurant. Dobbiamo pregare come con Simone Weil sulla nave in tempesta. S'il y avait une... Umberto. Sono Umberto Izzo, insegno diritto civile. Mi veniva in mente, mentre il collega Nogler poneva la questione della moneta, che blockchain è un modo per superare oggi con la tecnologia l'idea stessa della sovranità monetaria e quindi l'idea che la ricchezza si debba servire di un apparato fondato in ultima analisi sullo Stato e sul diritto. Quindi anche quel rapporto simbolico che la moneta esprime oggi viene mediato dalla tecnologia. E ponendo peraltro questioni di global warming, perché per far funzionare la tecnologia blockchain bisogna far funzionare grandi apparati di produzione di energia, quindi assorbe molta energia. Ma questo mi porta a dire quella che era l'impressione della meravigliosa conversazione che oggi lei ci ha donato, e cioè nell'idea della rifeudalizzazione che completa questa cavalcata, questa idea che ci ha oggi offerto, che è una potente metafora e che sicuramente dà l'idea di un ritorno a qualcosa che, come dire, di un ritorno a un modello antico. Io mi sarei aspettato di trovare
a un certo punto un punto d'incontro fra la prima parte della sua discussione fondata sulla computabilità e quindi sulla creazione, diciamo, di una possibilità di calcolo che è legata strettamente alla tecnologia e che si è fondata in tutto questi nell'arco di 2 secoli proprio sull'idea della computabilità, che oggi è proprio legata agli algoritmi ed è legata quindi a chi la tecnologia costruisce, e costruendo la tecnologia costruisce anche la regola giuridica all'interno del modo di concepire la regola. Si parla di architettura, no? Regole attraverso l'architettura ormai è il mantra che si sta costituendo. Allora forse il sovrano di questo neofeudalesimo di cui lei ci ha parlato oggi è in qualche misura proprio la tecnologia, e paradossalmente dopo gli economisti che hanno preso il posto dei giuristi a un certo punto della storia dello sviluppo delle istituzioni e anche delle relazioni internazionali, come dicevamo prima, oggi chi davvero detta le carte sono coloro i quali determinano il contenuto della tecnologia e quindi delle regole che la tecnologia sussume. Quindi il sovrano è lui? Informatico, mathematico. Oui, alors je ne dirais sûrement pas que la technologie est souveraine. En revanche, il paraît assez incontestable que nous vivons une révolution technique d'une ampleur comparable aux révolutions précédentes, c'est-à-dire à la première et la seconde révolution industrielle liée à l'électricité. Et c'est une révolution, comme disait, pour Apple, c'est ça, c'est une révolution. Mais là, c'est une vraie révolution. Et c'est un grand anthropologue à qui je dois beaucoup, qui faisait de l'anthropologie physique, pas de l'anthropologie sociale, Leroi-Gourhan. Vous ne connaissez pas le nom de Leroi-Gourhan. Il a écrit un livre qui s'appelle Le geste et la parole, qui est vraiment un livre superbe. Il était professeur au Collège de France. Et lui, tout son travail, ça a été pour montrer comment l'être humain, à partir de l'étude des os, progressivement est passé de la position à 4 pattes à la position debout, ce qui a conduit à la libération de la bouche qui avant et de cet espace avec les 2 mains, la face, la possibilité de locution, la libération des lobes frontaux. Bon. Donc il décrit ça et il dit il y a un moment où l'homme donc va basculer dans le monde symbolique, qu'on a évoqué hier avec l'accès au langage, c'est-à-dire avec un monde où j'imagine, je peux par l'esprit être ailleurs que là où je suis, je peux construire un monde qui n'est pas là, etc. Il dit à partir de ce moment-là, dans l'espèce humaine, ce qui va compter, ce n'est plus la transformation de notre carcasse, puisqu'après tout, elle est très semblable à celle de nos ancêtres qui chassaient le mammouth. Enfin, je ne sais pas si c'était le mammouth en Italie, mais on n'a pas beaucoup changé. Mais ce qui change, c'est les mutations techniques. Et Leroi-Gourhan dit chaque mutation technique est pour l'espèce humaine l'équivalent d'une mutation biologique pour les autres espèces animales, qui oblige à réinventer les institutions. Et c'est dire l'importance que j'accorde à l'idée de révolution informatique. Elle oblige à repenser les institutions. De même que la révolution industrielle avait obligé à repenser tout le droit de la responsabilité, tout ce qui est devenu le droit du travail, les formes d'organisation collective, la notion d'État qui elle-même a été pensée sur ce mode intégré, la règne de la loi, que tout le monde observe, etc. C'était lié à un certain âge dont nous sortons. Donc, à l'évidence, c'est un moment extrêmement important, mais chaque révolution technique est portée par un imaginaire qui a une part de fantasme. Et aujourd'hui, ça a toujours été ça, je viens de la ville de Jules Verne, aujourd'hui on voit le fantasme de l'immortalité, qui est aussi vieux que, il suffit de relire Gilgamesh, enfin ça nous accompagne depuis l'origine, si je puis dire, et aussi de la substitution de la machine à la liberté humaine. Donc nous serions enfin débarrassés de la lourde obligation de penser
de décider et d'agir. Donc on pourrait se reposer sur nos machines. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la blockchain, mais comme juriste, d'abord, j'y vois une technique notariale. Il y a des notaires en Italie, hein, vous voyez, c'est-à-dire d'authentification légale, qui pensent pouvoir faire l'économie d'une référence hétéronome. Donc, ce serait un système d'authentification sans hétéronomie. Mais ça, ce second volet, je pense que c'est illusoire, non seulement pour des raisons écologiques, là, que vous évoquiez, parce que la blockchain, elle n'a pas de sous-jacent. Et ce qu'elle est devenue, c'est un casino supplémentaire. Donc, on peut spéculer sur la valeur du Bitcoin, si vous voulez, mais ce n'est pas engrainé. Et dès qu'on est dans la vie réelle, on est dans un univers à 3 dimensions, et pas la blockchain à 2 dimensions. J'emprunte cette image à un auteur anglais dont je vous recommande beaucoup la lecture, et j'en dois la lecture à une amie italienne qui s'appelle Otta De Leonardis, qui est professeure à Milano, et elle a écrit un petit article. J'ai essayé de la pousser à écrire même un petit livre, je lui ai proposé de le publier en France. Elle m'avait dit oui, puis finalement elle ne l'a pas fait, mais elle a raison, elle a sûrement mieux à faire. Et c'était un petit commentaire d'un livre de Elvin Abbott. Elvin Abbott était un professeur de mathématiques de la fin du XIXe siècle, un peu à la même époque qu'Alice et Pays des Merveilles. C'est des contes philosophiques. Et Abbott, le récit s'appelle Flatland. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Et l'auteur s'appelle By a Square. C'est un carré qui raconte l'histoire. Abbott ne met pas son nom. Et il imagine un monde en 2 dimensions. En 2 dimensions, pardon. Un monde plat. Alors il le décrit. Donc le héros, c'est un carré. Parce que dans ce monde plat, c'est une société de castes. Donc il y a des espèces de brahmanes qui sont presque des cercles. Et puis les cadres, i quadri, c'est des carrés. Les hommes ordinaires, c'est des triangles. Il y a les hors-castes, ça c'est tous les parallépipèdes irréguliers, ça c'est les Dalits. Et les femmes sont des triangles tellement aigus que c'est des véritables épingles qui menacent évidemment la survie, surtout des brahmanes qui sont tout ronds, donc très exposés aux piqûres féminines. Bon. Alors, vous lisez ça, il vous plonge dans cet univers où, évidemment, comme c'est plat, pour se repérer, c'est très difficile. Et pour savoir à qui on a affaire, on voit juste une bande lumineuse. Et pour savoir à qui on a affaire, ou bien on est vraiment très instruit et par les variations d'intensité lumineuse, on sait si on rencontre un cadre, un triangle, une femme ou autre chose. Sinon, le seul moyen, c'est de dire, vous permettez que je vous mesure. Donc vous faites le tour, vous prenez les angles, et là vous savez à qui vous avez affaire. Donc là, le calcul, vous voyez, sert. Et ce monde plat, c'est insupportable, hein, c'est très pesant comme atmosphère. Et un jour, il y a une sphère qui arrive dans ce monde et qui va leur révéler l'existence de la troisième dimension. Alors, c'est une très belle métaphore du fantasme d'un monde qui serait débarrassé de la verticalité, où il n'y aurait plus besoin, oui, justement, de l'hétéronomie. Et c'est un peu le fantasme de la blockchain. Simplement, ce fantasme fait réapparaître les hommes forts, comme le voyait bien Vico. C'est-à-dire que la verticalité, elle réapparaît, mais sous une forme pas forcément très sympathique. C'est un des problèmes liés au fantasme de la globalisation, de l'homogénéisation d'un monde uniforme régi automatiquement par les lois du calcul d'utilité. Comme le monde ne peut pas fonctionner comme ça, ça suscite en réaction des retours aux identités locales qui se donnent à voir sous des formes frustres, violentes. Bon. Donc les juristes, nous avons des responsabilités, un petit rôle à jouer dans ce domaine. Allora, se non abbiamo altre domande, ringraziamo il professor Supiot. Merci à vous.
Lo ringraziamo per averci regalato quello che ha di più prezioso in assoluto, e cioè il suo tempo di vita, che ha passato a Trento in parte, accettando il nostro invito, e l'augurio che facciamo a lui, ma indirettamente anche a noi, e che abbia ancora la possibilità di fare tantissimi corsi al Collegio di Francia, perché i corsi che tiene al Collegio di Francia sboccano poi in testi, in libri che noi possiamo goderci nella lettura e di cui possiamo nutrire le nostre ricerche. Grazie ancora. Grazie a lei per l'attenzione.